皆さんこんにちは。金曜日の司会は、南方時、司会の水口哲也です。今日のラインナップは、ゲームレビュー、ビューサブジェクティブミニ and アニメリリース。まずは最初ノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるでしょうか。どうぞ。Electronic Arts nous avait conviés à Lyon il y a quelques jours pour découvrir le premier des 3 Need for Speed actuellement en développement sous-titré Shift. Développé par le studio Slightly Mad, composé en partie d'anciens membres de Simbin, le jeu propose une orientation simulation qui tranche radicalement avec l'habituel gameplay arcade de la série. Plusieurs éléments caractéristiques des précédents NFS ont disparu. Fini les mondes ouverts et les courses-poursuites avec la police. Bienvenue sur des circuits fermés à bord de voitures de course fidèlement modélisées. Mais le côté simu de cet épisode ne se traduit pas vraiment par une volonté d'offrir un contenu ultra complet à la Gran Turismo. L'ambition réelle des développeurs est d'essayer de donner aux joueurs des sensations proches de celles d'un pilote à travers une vue cockpit des plus réalistes. Cela a notamment nécessité un travail assez conséquent au niveau de tous les effets visuels, comme nous l'explique Jesse Abiy, producteur sur la série Need for Speed. Well, the visual effects, again, are played up in a pretty big way just through the violence of being behind the wheel of these high-performance cars. Whether you do like to race in the first-person driving in the cockpit view, or you like to play in the chase cam or the bumper cam, these effects are being applied to the entire screen space. In a number of ways, again, in the other views, they're being applied to the HUD and the HUD elements. At speed, those elements are blurring out. They're subduing. The foreground is becoming less important. The driver vision is being focused ahead on the track in order to hit the brake points. When you're in the cockpit, it's the entire dashboard that's blurring. In order to, again, de-emphasize that, in order to push your view ahead on the racetrack, the furthest point possible where you can see those brake points is very important when you're in the view, when you're driving one of these high-performance cars in real life, like we've done here today. Keeping that vision ahead on the road and not on the dashboard is very important. And so keying in on that element as a race car driver through collaboration with Patrick Soderlund, other race car drivers in both the Formula Drift as well as in the ALMS series we're working with in order to really hone that experience behind the wheel and really bring a new level of challenge through that visual effect to the Need for Speed series. Au-delà d'imposer une nouvelle orientation pour sa série, Electronic Arts va surtout devoir faire face à une concurrence des plus féroces. Colin McRae Dirt 2 et ses performances graphiques exceptionnelles débarquera par exemple à la même époque que NFS Shift, qui est prévu pour le 18 septembre. Un peu plus tard, au mois d'octobre, les fans de jeux de course pourront également se procurer Forza Motorsport 3, dont les médias ont beaucoup parlé et en bien après les Cube. Et n'oublions pas non plus Gran Turismo 5, dont la date de sortie n'est toutefois pas prête d'être calée. A priori, les développeurs de Shift pensent qu'il y aura malgré tout de la place pour tout le monde, étant donné que chaque titre vise un public différent. En tout cas, ces blockbusters en puissance ne semblent pas leur faire peur. Those games are great. They're technological achievements. They're certainly much more simulation style. Very challenging, very punishing, if you will. I don't have fun with them. Again, as I've described, I'm not a simulation racer. I don't feel that the fidelity and control really exists in a simplified interface like a gamepad. Those games require a driving simulator like this. A seat, the experience of a clutch, an e-brake even, something I still haven't seen introduced in a simulator. For me, as a driver, I want to pull the e-brake, I want to initiate a drift, I want to drop my clutch, I want to do a clutch kick, I want to rev my RPMs, I need to have that immersive feeling of being in a car. When I play a simulator of a video game, especially with a gamepad, I'm completely disconnected from a sensation of speed, a sensation of contact patch, tires on the pavement, sensation of approach of a corner, the speed of approach. Those things I completely lose touch with. And so I feel that, again, for a video game that has to be pick up and play, has to be a mass appeal for a broadest demographic on a very rudimentary control device, you really have to scale back what you do in a physics simulator. Now, the Slightly Mad engine has on one end of the spectrum a very serious, real-world force physics simulator. However, the assists are what make it fun. The assists are what make you able to pick up a gamepad and actually control a 750 brake horsepower Zonda into 90-degree hairpin corners when you don't have inertia to really tell you
that you're coming too fast, you're coming too hot, you need to brake hard, harder, harder, and now you're safe. You can control the corner, accelerate out, and actually live through it. And so that is something video games are still striving for. The more accessible fun you make a game that's a driving simulator, the more approachable it becomes. Avant d'essayer Need for Speed Shift, EA a fait en sorte que les journalistes puissent essayer quelques voitures de course. Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Audi, tous les modèles proposés permettaient de passer de 1 à 100 km/h en une poignée de secondes. Mine de rien, ces quelques tours de piste ont permis de se faire un avis plus précis sur le boulot effectué par Slate Climad. Les effets, autant visuels que sonores, plongent complètement le joueur dans la peau d'un pilote de course. Mais Shift a beau avoir un côté simulation plus prononcé, il n'en demeure pas moins que le résultat reste assez arcade. Dégâts faiblement pris en compte, collisions avec les autres voitures peu réalistes, possibilité d'abuser du frein à main dans les virages et même de freiner tardivement. NFS aura du mal à contenter un public avide de réalisme. Les joueurs les plus exigeants tourneront probablement leur regard vers Forza 3, dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre. Mais Shift peinera aussi à séduire un public recherchant le fun avant tout. Reste donc à savoir pour qui est réellement destiné ce jeu. C'est là toute la problématique.はい、ビデオゲームといえば、僕の、思い出というかですね、自分の作品の話ですけど、そうですね、まあスペースチャンネル5とかセガラリーとか、まあレズとかルミネスとかいろいろ作ってきましたけど、最近、まあ、去年出たやっぱりレズ HD、Xbox360 の、ライブアーケードですね。これはそうですね、ぜひ遊んでいただきたいなと。まあ、レズを遊んだことがないけどなんとなくこう、聞いたことあるぞとか、そういう人でもまあね自分で360を持っている人はダウンロードしてください。まあ、持ってない人は友達のところに行ってプレイさせてくれと。ぜひプレイしておいてください。なぜならその答えは多分来年ぐらいに分かります。それでは本日のゲームレビューご覧ください。Blood Bowl est un jeu de plateau créé en 1987 par Games Workshop, à qui l'on doit déjà les célèbres jeux de figurines Warhammer et Warhammer 40 000. Très populaire dans les pays anglo-saxons et sans doute un peu moins connu chez nous, Blood Bowl prend le parti de mélanger fantasy et football américain pour un résultat détonnant. Son second degré omniprésent et sa grande richesse tactique en ont fait un classique du jeu de stratégie avec figurines. Blood Bowl avait déjà été adapté en jeu vidéo en 1995. Bien que très fidèle, cette version n'était pas restée gravée dans les mémoires. En revanche, le jeu Chaos League, développé par le studio français Cyanide, avait fait forte impression à sa sortie en 2004. S'il ne s'agissait pas d'une adaptation officielle de Blood Bowl, les similitudes avec le jeu de figurines étaient pour le moins flagrantes, et il était assez difficile de croire qu'il s'agissait d'une ressemblance purement fortuite. En découvrant cet ersatz, Games Workshop a su réagir de manière intelligente. Alors que Cyanide se mettait au travail sur un Chaos League 2, Games Workshop les contacta avec une alternative séduisante. Abandonner Chaos League pour développer à la place un vrai jeu sous licence Blood Bowl. Alors s'agit-il juste d'un maquillage de Chaos League 2 ou d'une adaptation en bonne et due forme du jeu de figurines ? Comme chacun sait, l'univers Warhammer connaît une guerre permanente entre ses différents peuples. Et si un beau jour, toutes ces races belligérantes décidaient de remiser leurs haches de guerre et leurs épées au placard pour régler leurs différends non plus sur un champ de bataille, mais sur un terrain de sport? Et si les cris de guerre étaient remplacés par des exhortations fiévreuses lancées par des supporters en délire? Et si on pouvait voir des pom-pom girls naines barbues danser sur des tonneaux de bière pour encourager leur champion? Voilà le postulat de départ de Blood Bowl. Évidemment, inutile de demander à un sauvage orc ou à un maraudeur homme-bête de respecter les règles du fair play et de l'esprit de Pierre de Coubertin. L'important n'est ici clairement pas de participer, mais bien de remporter la victoire à tout prix, tout en essuyant ses crampons sur le cuir chevelu des joueurs d'en face. Le Blood Bowl reste donc un sport violent où tous les coups sont permis et où chaque match tourne rapidement à la foire d'empoigne générale. Sans oublier qu'en coulisses, corruption, coups bas et tricherie font la loi. C'est donc un univers impitoyable, mais que voulez-vous, c'est aussi ça la beauté du sport.
Les règles du Blood Bowl s'inspirent de celles du football américain. Il est donc question de deux équipes qui s'affrontent sur un terrain. Le but étant de percer la ligne de défense adverse et d'amener un ballon ovale, et dans le cas de Blood Bowl, clouté à l'autre bout du terrain. Le joueur qui y parvient effectue un touchdown, et lorsque les deux mi-temps sont terminés, l'équipe qui a marqué le plus de points de cette manière remporte le match. Les joueurs répondent à différents rôles au sein de l'équipe, lanceur, receveur, coureur, quarterback et ainsi de suite. Le joueur, et nous parlons ici de celui qui se trouve devant son ordinateur et pas d'un des zigotos présents sur le terrain, incarne le coach d'une de ses équipes et aura la lourde tâche de la mener à la victoire au travers d'une série de compétitions toujours plus brutales. Ah, je ne sais pas s'il a aimé cette uppercut. 8 races sont disponibles, issues du bestiaire classique de Warhammer. Humains, nains, orques, elfes sylvains, gobelins, skaven, hommes lézards, sans oublier bien évidemment les serviteurs du chaos. Chaque race a ses spécificités et son style de jeu. Les humains et hommes lézards sont équilibrés, les nains jouent en défense, les skaven et les elfes privilégient la rapidité, les orques et le chaos sont de gros bourrins. Quant aux gobelins, clairement l'une des races les plus difficiles à maîtriser du jeu, ils misent tout sur leur frénésie et sur leur agilité, plutôt que sur une tactique particulière. En mode campagne, le joueur crée son équipe, puis devra la gérer match après match, saison après saison. Le Blood Bowl étant un sport violent, il n'est pas rare que les joueurs se fassent estropier, voire tuer au cours des matchs, obligeant le coach à recruter les services temporaires de remplaçants ou à envisager un transfert coûteux d'un joueur expérimenté. Cette partie gestion représente un vrai jeu dans le jeu, qui rend le mode campagne très intéressant. Le jeu vidéo Blood Bowl propose deux grandes manières de jouer, le mode classique et le mode Blitz. Le mode classique, qui se joue au tour par tour uniquement, reprend à la lettre les règles du jeu de plateau. Chaque joueur présent sur le terrain possède un certain nombre de points d'action lui permettant à chaque tour de jeu de se déplacer ou d'agir. Mais attention, car certaines actions, comme un sprint jusqu'aux confins du terrain ou un tacle sur un joueur adverse, entraîneront un jet de dés dont le résultat dépassera largement la notion de réussite ou d'échec. Un bourre-pif. En effet, c'est là qu'entre en jeu le concept des turnovers qui fait tout le sel de Blood Bowl. Un turnover qui se produit lorsqu'une action est ratée, peu importe laquelle, et entraîne immédiatement la fin du tour. En d'autres termes, cela oblige chaque joueur à essayer de placer ses actions décisives en fin de tour, plutôt que de voir celui-ci prématurément raccourci. Car un match de Blood Bowl est limité dans le temps, chaque mi-temps dure 8 tours, le match est donc bouclé en 16 tours. Un turnover qui se produit en début de tour place donc le joueur qui en est la victime en position de faiblesse face à son adversaire. Mais un turnover se produit également lorsqu'un joueur se fait tacler par un joueur adverse lors d'un déplacement. Comme les interceptions se font automatiquement lorsqu'un joueur passe dans une case adjacente à celle où se trouve un adversaire, une défense astucieuse peut permettre de mettre un terme au tour de jeu de l'autre équipe, vite fait bien fait. Rien n'est donc jamais figé dans le marbre, et des retournements de situation de dernière seconde sont toujours à même de se produire. Le mode Blitz, quant à lui, propose des options supplémentaires, comme la possibilité de donner à ses joueurs des équipements aux effets spécifiques, mais surtout, il peut se jouer en mode temps réel. C'est là que l'on retrouve l'héritage de Chaos League, puisque le déroulement des parties en temps réel rappelle beaucoup le précédent jeu de Cyanide. Toutefois, Blood Bowl bénéficie des règles claires du jeu de plateau original, ce qui rend le mode temps réel moins confus que celui de Chaos League, ce qui n'est pas un mal. En plus de modes solo très bien faits, Blood Bowl propose bien sûr de multiples modes multijoueurs en réseau local ou par internet, mais aussi un mode Hot Seat. Ce mode, bien connu des amateurs de stratégie au tour par tour, permet à deux joueurs de s'affronter sur un même ordinateur. On dira ce qu'on voudra, mais ça reste le summum de la convivialité. Ils peuvent accentuer leur avance. Sous ses côtés humoristiques, potaches et bourrins, Blood Bowl cache une très grande richesse tactique, qui devrait séduire tant les fans de Wargame que ceux du jeu de plateau original. Cela particulièrement devrait être aux anges. Un respect quasi religieux a été accordé à l'adaptation du jeu de Games Workshop. Finalement, le seul défaut notable de Blood Bowl vient de ses temps de chargement un peu longuets, mais c'est vite oublié grâce à la profondeur de son gameplay, ses graphismes colorés, ses animations rigolotes. Sans oublier que le jeu ne demande pas une machine de la NASA pour fonctionner tout en restant très agréable à l'œil. Et ça, mine de rien, ça fait quand même plaisir. Il n'y a donc aucune raison que Blood Bowl ne rencontre pas un grand succès qui sera, du reste, amplement mérité. Et on attendra désormais avec impatience une éventuelle extension qui couvrirait, soyons fous, le Dungeon Bowl. Allez, soyez sympa, monsieur Cyanide. On veut pouvoir faire s'affronter nos équipes de sportifs berserk dans des donjons sordides remplis de pièges vicelards.
やっぱりフランス語はそう難しいですね。そのt を発音しないとか、なんかこうルーじゃなくてこうコンってこうね抜ける感じがすごいやっぱりこうトレビアンな感じというか、ちょっとすごくいいですよね。風情があってというかね、風情っていうのもちょっと難しい日本語ですけど。最近僕はパリはよく来てると思います。もう今まで20回ぐらいは来てると思いますけど、昔に比べると全然最近のパリは違うなと思いますね。10年前はまず英語で話しかけてもみんなあんまり英語で例えば答えが返ってくるのはなかったですけど、今はですね、結構若い人がほとんど英語を話すことができるっていうのと、あともう一つ驚くのが、昨日もですね、僕はママシェルターっていうところのホテル泊まってたんですけど、そこのレストランのすごい可愛い女の子がですね「あ、日本人ですか？私日本大好きで」って言ってすごい日本の話をしてくるんですよね、日本語でね。驚きですね。やっぱり10年経つと世界って変わりますね。はい。Aujourd'hui, c'est un Pixar un peu particulier, puisqu'il ne traite pas d'une adaptation à proprement parler, mais d'un crossover réunissant des personnages d'animés et de jeux vidéo. Capcom est une société qui est passée maîtresse dans l'art de mélanger différents univers. Si l'on se souvient surtout de son crossover avec Marvel, il ne faut pas oublier qu'elle a su s'associer à quelques-uns de ses concurrents, comme SNK, Namco ou encore Saikyo. Dernièrement, Capcom s'est accoquiné au célèbre studio d'animation japonais Tatsunoko pour créer un jeu de baston mêlant ces deux univers. La firme est connue chez nous pour des séries telles que La Bataille des Planètes ou encore Robert dans la bouteille. Au-delà de nos frontières, ce sont Speed Racer, Time Bokan, Yattaman et Gun Laitan que l'on retient. Une des marques de fabrique de la Tatsunoko est le look donné aux héros, à la fois classe et kitsch, moderne et ringard. Les héros tout de lycra vêtus ont déjà eu l'occasion de s'affronter dans Tatsunoko Fight, un jeu Takara sorti sur PlayStation. Mais cette fois-ci, c'est avec les personnages de Capcom qui vont se friter. On pourrait aussi croire que ce titre n'a pas sa place dans un Pixar, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une adaptation. Eh bien moi je vous dis que si, Tatsunoko vs Capcom fait même partie de ces jeux qui créent un pont entre ces deux médias, et ça, c'est beau. Ce qui distingue tout de suite ce jeu par rapport aux autres crossovers, c'est cette impression de décontraction, cette sympathie qui se dégage du jeu. Une ambiance propre à Tatsunoko vs Capcom. On sait qu'on va s'en mettre plein la tronche, mais c'est pas grave, c'est cool, on est là pour s'amuser. La direction artistique n'y est certainement pas pour rien. Les persos sont colorisés façon cellulo et designés en rondeur. Les mondes recèlent de petits détails qui mettront le sourire aux lèvres des fans de Capcom et de la Tatsunoko. Le choix des personnages est aussi très judicieux. On passe du héros sans peur et sans reproche au personnage complètement délirant et le tout est assumé. C'est une joie d'incarner Ken l'Aigle, Yattaman ou encore Robert dans la bouteille. Si le jeu se joue en tag, c'est-à-dire en binôme, il existe une exception pour les mechas. Ces derniers se jouent en effet sans partenaire. Mais quand on fait la taille d'un écran, est-il bien nécessaire de demander de l'aide? Et encore une fois, voir un karatéka affronter un robot briquet géant tout en or ne choque pas. Au contraire, ici c'est même classe. Classe comme les super attaques sur fond psychédélique à la Speed Racer. Chorégraphiées et très impressionnantes, elles sont toutes issues des animés, ce qui constitue un petit plus. Un sens du détail aussi poussé, il faut le souligner. Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouve en fond sonore les génériques chantés et les thèmes musicaux de la Tatsunoko. Un mot tout de même sur la jouabilité qui a été ici simplifié, puisqu'au lieu des 6 boutons traditionnels chers à Capcom, on en compte 4. Un pour les attaques faibles, moyennes et fortes, et le dernier pour faire interagir le partenaire. Si cela se révèle un peu dérangeant au départ, on s'y fait vite jusqu'à oublier son mécontentement initial. Capcom signe avec Tatsunoko vs Capcom son grand retour sur les jeux de baston épiques, en s'associant avec une société d'animation réputée. Et en voyant ce titre, on ne peut qu'espérer une suite ou un nouveau versus série. Et pourquoi pas un Shonen Jump vs Capcom? Ça aurait bien la classe.アニメはですね、僕あんま最近っていうかあんまアニメ見ないんですね。見ないんですけど、
やっぱりそうだな。まあ一応やっぱりちょっとね宮崎さんの映画見ておこうと思ってポニョは、見に行きましたね。公開と同時に。でまあ人それぞれね好き嫌いあると思うんですけど、まあ、僕は全体的にはまあ思ったりしたんですけど、やっぱオープニングにですねやっぱり感動しましたね。オープニングのこの海の中のこうバーってね広がっていく感じはすごいやっぱりクリエイティブというか、まあ僕もオープニングでねこうファーッとあまりにちょっと感動しすぎてその後ちょっと疲れてしまったのか、まあ最初が良かったかな。まあ、それ以外ちょっと最近アニメは見てないですけど、ですね友達が、アニメの監督をしました。鉄痕キンクリートというですね映画を撮ってるマイケル・アリアスは、まあ、昔からの友人なんですけども、10年かけてねあれできましたね。素晴らしい作品になったと思います。まあそんなわけでまああんまり僕アニメの話はできないんで、行ってみましょう。アニメのリリースのコーナーです。どうぞ。When Universal Studios announced interest in launching its own cartoon series, Mintz got in on the ground floor. He enlisted Walt and Ub to design a new character in hopes of selling it to the studio. Si tout le monde connaît Mickey Mouse, seuls quelques érudits ou fins connaisseurs de l'animation connaissent Oswald le lapin chanceux. Pourtant, c'est grâce ou plutôt à cause de lui que Disney inventa la petite souris parlante. Pour tout comprendre, il faut revenir en 1927, une époque où Walt Disney et son équipe travaillaient pour un autre studio. C'est à cette époque que Walt Disney et Ub Iwerks créèrent Oswald, un petit lapin noir, dans le but de concurrencer Félix le chat, la star dessinée de l'époque. Tout se déroulait dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Disney partit en direction de New York pour renégocier les contrats liant son studio et Universal. Il ne se doutait pas de ce qui se tramait dans son dos. En effet, Charles Mintz, qui était l'intermédiaire entre Disney et Universal, s'était accaparé les droits exclusifs du petit lapin. Mais pire que ça, il avait réussi à débaucher une majeure partie du studio pour réaliser de nouveaux épisodes d'Oswald. La seule solution pour Disney était soit de mettre la clé sous la porte, soit d'accepter les conditions de Mintz. Avec son tempérament impétueux, Walt claqua la porte, laissant Oswald à moitié orphelin. La légende veut que ce soit au retour de ce malheureux entretien que Walt Disney eut l'idée d'un personnage qui allait changer l'animation à tout jamais, Mickey Mouse. Même si la légende est jolie, elle n'en est pas juste pour autant. En fait, c'est une création tricéphale. Walt avait trouvé l'idée de la souris, Lillian, sa femme, avait trouvé le nom Mickey. Quant au design, il a été confié à Ub Iwerks, compagnon de toujours de Disney. Il faudra attendre 80 longues années pour qu'Oswald rentre au bercail et que Disney récupère les droits du lapin chanceux. Oswald a en fait été échangé par NBC, du groupe Universal, contre un journaliste sportif de ABC, chaîne appartenant au groupe Disney, un transfert un peu particulier. Mais c'est grâce à cela qu'on peut aujourd'hui enfin voir les aventures oubliées d'Oswald. Ces dernières sont accompagnées d'un documentaire très travaillé sur Ub Iwerks, qui est resté pendant très longtemps un homme de l'ombre. À lui seul, ce documentaire justifie l'achat de ce double DVD. On y retrouve en complément quelques épisodes d'Alice, la première série de Disney mêlant prise de vue réelle et animation, mais également quelques œuvres majeures comme Plain Crazy, un cartoon de Mickey entièrement dessiné par Ub Iwerks. Ce double DVD est bien entendu réservé à ceux que le noir et blanc et le muet ne rebutent pas, mais également à tous ceux qui sont désireux de savoir ce qui se cache derrière la souris.はい、まあそんなこんなでせっかく久しぶりにパリに来たんですけど、もうお別れの時間になってしまいました。なんかこう周りに今こう飛んでたりなんかするのかな。ね、なかなかパリは素敵な場所だなと、思います。まあぜひね、これを見てる方で東京にも行ってみたいという人がいたらぜひ来てください。東京も非常に面白いところです。それでは皆さんまた会いましょう。ボンボヤージュ。